Qu'est-ce qui fait une bonne adaptation? Ça peut sembler simple de répondre, mais la réponse varie énormément en fonction des gens. Certains considèrent qu'une adaptation doit être le plus fidèle possible à l'œuvre dont elle s'inspire parfois, en allant jusqu'à la copier-coller. Je ne suis personnellement pas d'accord avec eux. Quel est l'intérêt de copier à l'identique une œuvre? L'adaptation devient une sorte de remaster sur un autre support que celui d'origine, autant se contenter de l'original à ce niveau. D'autres prétendent que l'important est la vision de l'auteur sur cette même œuvre, et je comprends l'idée même si pour moi, c'est au risque de dénaturer l'œuvre originale, sachant qu'une adaptation est souvent 10 fois plus vue que son modèle. Finalement, l'adaptation devient l'œuvre originale que ses successeurs doivent suivre, alors que d'après moi, une bonne adaptation doit changer des éléments de l'œuvre originale tant qu'elle en garde les thèmes. Ça doit être la question à se poser. Quels sont les thèmes liés à cette histoire? Quel message nous transmet-elle? Je ne vais plus tourner autour du pot, parlant de notre araignée sympa du quartier. C'est le 15 août 1962 que le comics Amazing Fantasy, numéro 15, verra naître le super-héros le plus populaire de l'histoire, Spider-Man. Ces aventures sont suivies par des millions de fans à travers le monde, de nombreux auteurs, réalisateurs, développeurs, etc. se succéderont pour écrire ou réécrire ces histoires. Certains auront marqué d'une pierre blanche l'univers du tisseur et sa mythologie. Hors de son support d'origine, 2 adaptations marqueront leur temps et introduiront le personnage au grand public, la série des années 90 qui inventeront la version actuelle du symbiote en faisant de lui un alien changeant le caractère de Peter, le transformant en monstre, et la trilogie Spider-Man de Sam Raimi. Tout le monde pense à Spider-Man en entendant ça. Je veux particulièrement parler de cette saga car elle demeure aujourd'hui iconique, incontestée et incontestable. Les films s'éloignant de lui sont souvent considérés comme des navets n'ayant rien compris du personnage de Spider-Man. Il s'avère que si on se base sur le travail de Stan Lee qui a créé le personnage et écrit ses 100 premiers numéros, on se rend compte que le film est pratiquement au niveau thématique à l'opposé de ce que ces comics nous enseignaient, et c'est sur ces différences que je vais me concentrer dans cette vidéo. Comment Sam Raimi a écrit son Spider-Man pour s'opposer à ce qu'il est censé nous raconter dans les comics et à quel point ces différences se font ressentir aujourd'hui auprès des fans. Nous allons le voir aujourd'hui. Mais avant, je veux préciser certaines choses. Ceci n'est pas une attaque envers le film en lui-même, ni envers ses fans. Ce film m'a fait découvrir Spider-Man et a aujourd'hui encore une place particulière dans mon cœur. Je le place sans hésitation en tant que bonne version de Spider-Man, même si ça ne l'empêche pas d'avoir des défauts. Deuxièmement, je ne suis pas contre les critiques de mes arguments, mais je tiens à ce qu'elles soient formulées après avoir vu entièrement la vidéo ou le point que j'essaie de faire, tout en restant courtois. Et dernier point, je fais cette analyse en ayant en ma possession les 100 premiers numéros des comics Spider-Man et la trilogie de Raimi. Étant donné que mon analyse traitera particulièrement de la morale de Spider-Man, je comparerai principalement le film à la toute première apparition du personnage dans les comics. Je ne parlerai pas forcément en profondeur du bouffon vert dans cette vidéo. Je vais également me permettre de prendre des éléments des 100 premiers comics, étant donné qu'Oncle Ben joue un rôle mineur dans la carrière de Peter au début. Nous allons en parler dès à présent. Promis, Oncle Ben. Ne commence pas sans moi. Toi, ne commence pas avec moi. Ça peut sembler étrange, mais Oncle Ben, à l'origine, a un rôle plus qu'anecdotique dans le Amazing Fantasy numéro 15. Il n'apparaît que dans 5 cases, ne parle que dans 2 et meurt hors champ. C'est un policier qui annonce à Peter la nouvelle de manière assez marrante. Mauvaise nouvelle, ton oncle a été assassiné. Il n'en a rien à faire. Dans le film, vous le savez, c'est bien différent. Il est présent pour son neveu et veut le guider vers le droit chemin. Il essaie de passer du temps avec lui,
C'est un mari attentionné et un homme courageux qui meurt tragiquement en voulant faire le bien, et il sera le responsable de la création d'un grand héros, du seul héros de son univers, et donc le seul être capable de protéger la ville des menaces que nous verrons au sein des films. Mais surtout, il enseignera à Peter qu'un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, et ce changement est le pire pour le personnage de Peter Parker. Ce qui est important à savoir sur le Peter des comics, c'est qu'il est le créateur du persona de Spider-Man. C'est avec les expériences vécues et son parcours que Peter va découvrir ce qu'est être Spider-Man. Ce que je veux dire, c'est que dans l'Amazing Fantasy XV, Spider-Man, en tant qu'identité, est un reflet des problèmes internes de Peter. On le voit comme mal à l'aise en société par sa faiblesse physique, mais avec un désir de vengeance dû à son énorme potentiel intellectuel. On le verra surtout dans les comics sortis après qu'il ait obtenu ses pouvoirs. Et parce qu'il est harcelé au lycée, il a déclaré « Un jour, ils verront. Je leur ferai regretter leur vacherie, leur moquerie. » Quand il obtient ses pouvoirs, Spider-Man est un reflet de son arrogance, avec maintenant la capacité d'agir, et quand Oncle Ben est tué, c'est à cause de l'erreur de Peter que ce dernier va transformer ce persona en celui de héros, et il aura des moments de doute où il hésitera à devenir une menace et où il s'attaquera à Jameson. Une grande partie de l'idée que Spider-Man est création de Peter et non pas l'héritage d'Oncle Ben se trouve dans le Amazing Spider-Man 50, intitulé « Spider-Man n'est plus », qui a été adapté dans Spider-Man 2, donc je n'en parlerai pas davantage ici. Si cette vidéo vous plaît et qu'une sur le deuxième film vous intéresse, faites-le moi savoir dans les commentaires. Tout ça pour dire que le Peter de la Terre 616, donc des comics, n'a pas la sagesse d'Oncle Ben. Pour savoir s'il fait ce qui est juste, il doit le comprendre lui-même, et donc le persona de Spider-Man peut être remis en question comme dans le numéro 122 où Gwen meurt. Spoiler, j'espère pas quand même, c'est connu, genre ça a été adapté au cinéma. Bref, dans ce numéro, Peter considère que Spider-Man est la cause de son malheur, de la mort de celle qu'il aime. Il peut douter de son rôle de Spider-Man, car ce n'est que la réaction de Peter face à un drame. Si dans les films, Mary Jane était morte, Peter serait triste, mais il n'aurait aucun doute sur son rôle de héros, car son oncle lui a appris qu'un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, et donc que Spider-Man est une bonne chose, le persona ne serait pas menacé. C'est pour ça qu'Oncle Ben est un problème dans ses films, d'après moi, car il limite l'évolution du personnage de Peter en lui donnant la morale, la leçon qu'il devait apprendre. Mais est-ce que c'est réellement le seul fautif? Est-ce qu'il n'y aurait pas un problème dans la création du personnage de Peter lui-même? On a beaucoup parlé de l'évolution de Spider-Man à travers son entourage, mais évidemment, ils ne sont pas les seuls à jouer un rôle dedans, le protagoniste en un central. On va donc comparer ici son arc de développement dans les comics et le film. Commençons par la Terre 616. Au début de l'Amazing Fantasy XV, Peter est un... C'est le terme technique. Sous son air d'ado introverti se cache quelqu'un d'assez mauvais. Ce n'est pas de sa faute. En se basant sur cet extrait, on voit qu'il est quelqu'un de gentil dans le fond, mais qui, à cause du traitement qu'il a subi au cours de sa vie, s'est endurci et est devenu mauvais. Il n'attend que le jour où il pourra faire au monde ce que le monde lui a fait subir. Son caractère est un mécanisme de défense. Lorsqu'il est piqué par l'araignée, ses pouvoirs lui donnent la possibilité de se venger. Il devient un gros... C'est toujours le terme scientifique. Son arrogance est surdéveloppée et la décision de laisser le meurtrier d'Oncle Ben s'enfuir vient de ce que j'expliquais, faire souffrir les autres pour compenser sa douleur. Quand Oncle Ben meurt, c'est l'électrochoc. Il va comprendre de cet incident qu'un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. La preuve, c'est ce que nous dit le narrateur. Mais du coup, c'est quoi la leçon qu'il en tire à part ça? C'est d'essayer d'être meilleur. Pas parce que c'est facile, mais parce que c'est nécessaire. Et si on reprend l'idée du parcours du héros, Peter passe d'arrogant à très arrogant, à devenir une meilleure version de lui-même, de changer sa façon d'être, car celle qu'il a actuellement n'est pas bonne. Qu'en est-il du Spider-Man de Tobey Maguire? Dans Spider-Man 1,
Peter est quelqu'un de gentil de par son éducation. L'harcèlement subi par Flash ne semble pas l'avoir affecté, en tout cas ce n'est pas mentionné. Quand il obtient ses pouvoirs, il prend la confiance, il devient arrogant et Oncle Ben le met en garde. Finalement, Oncle Ben meurt, Peter se rend compte que son oncle avait raison et il va tout faire pour redevenir le bon gars qu'il était. C'est là qu'on voit à quel point ces deux œuvres entrent en contradiction l'une et l'autre. Là où le comics nous dit d'évoluer, de changer, d'abandonner ses mauvaises habitudes pour devenir meilleur, le film nous dit que Peter doit rester le même au risque de se perdre. Et c'est d'ailleurs à chaque fois que Peter s'éloigne de la voie d'Oncle Ben qu'il est ramené à l'ordre, que c'est montré comme mal et que par conséquent il reste comme avant. Si on compare rapidement avec le Spider-Man de Tom Holland, au niveau de la mentalité, il y a un monde d'écart entre le Peter de Civil War et de No Way Home, alors que Tobey à la fin du 1 et quand on le retrouve dans No Way Home. Son entourage a changé, il a perdu des proches, il s'est probablement marié à MJ, mais rien n'a changé. C'est toujours le même gars sympa qui suit les traces de son oncle, car un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, ce qui est un beau message, mais ce n'est pas vraiment ça Spider-Man. Je suis assez déçu qu'aujourd'hui l'essence même du personnage de Spider-Man se soit perdue. Il n'y a rien de mal au changement, vous me direz, mais quand ça impacte autant la vision globale du personnage jusqu'à en devenir l'antithèse, est-ce qu'on peut encore laisser passer? Tant de critiques ont tapé sur les Amazing Spider-Man, qui ont dépeint un Peter cool ce qu'il est dans les comics. On le voit au fur et à mesure de 33 premiers numéros correspondant à sa période du lycée. Et quand Homecoming ramène le côté sitcom de la vie de Peter avec des histoires terre-à-terre pour Spider-Man, on s'est moqué et on l'a traité de bouse comparé aux standards de Spider-Man 1, alors que ce film ne comprend pas aussi bien d'après moi ce qu'est vraiment Spider-Man. C'est ici qu'on va arrêter la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, commenter et partager la vidéo, ça aide beaucoup pour le référencement. Abonnez-vous à la chaîne, on a atteint les 300 abonnés à l'heure où j'écris la vidéo et je vous en remercie. N'hésitez pas à partager votre opinion dans les commentaires, dans le respect toujours. Je rappelle que j'aime tous les Spider-Man, j'ai des préférés évidemment, mais ça ne veut pas dire que les autres sont des bouses, sauf Amazing 2 peut-être, mais c'est une autre histoire. Si des vidéos de ce genre sur Spider-Man 2, les films d'Andrew Garfield et de Tom Holland, vous intéressent, dites-le moi. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était Spooderfan. Ciao!